Salut ma belle gang du coaching mindset. Réussite, comment ça va? Comment allez-vous en ce magnifique lundi du mois d'avril 2024? J'espère que je vous retrouve en super forme. Écoutez, il est présentement 11h57 si vous êtes au Québec, si vous êtes du côté de l'Europe. Je pense qu'on a actuellement 5 heures de décalage, donc il doit être aux alentours de 17 heures ou peut-être 18 heures. Si vous êtes ailleurs au Canada, on a peut-être une heure ou deux de décalage. On a des gens de la Floride, on a des gens d'un petit peu partout. Merci d'être là, la gang. Je vais aller tout de suite valider si je suis bien sur le bon groupe. Je pense bien que oui. J'espère que oui. Si vous êtes déjà avec nous, s'il vous plaît, manifestez-vous. Bonjour Rita. Ben oui, ok, on est à bonne place. J'aime ça, j'aime ça, j'aime ça. Je vais juste aller confirmer que je vous vois bien, mais ça semble tenir la route. Oui, je suis là. Oh, j'espère que vous allez bien. Écoutez, j'ai passé une magnifique fin de semaine. J'ai été marcher ce matin dans ma belle montagne, dans ma belle forêt. Donc, écoutez, je vous laisse le temps d'arriver. Ensuite, on va commencer ce coaching 3 jours. Je suis tellement excitée parce que je vais vous partager. Il va y avoir beaucoup, beaucoup de contenu. Vous allez voir si vous n'avez pas déjà le cahier. Alors, je vais demander à la belle Célina qui est avec nous, Célina qui est membre de mon équipe, qui est mon bras droit, à vrai dire, de mettre le lien dans le chat pour pouvoir que vous puissiez nous suivre avec le document. Vous allez voir, c'est un document quand même exhaustif de quelques pages. OK, on a plein de gens. Bonjour Stéphane! Salut Nathalie, salut Jean-Barry, bonjour Al. Mon Dieu, il y a plein de gens qui sont là, c'est le fun. Continuez à vous manifester, la gang. Donc, toute première fois qu'on offre ce coaching qui s'appelle Le succès, ça s'apprend, réaliser tous vos buts grâce à vos pensées. Et pourquoi on l'a intitulé Le succès, ça s'apprend? Ben, il faut savoir que c'est le titre d'un des derniers livres que j'ai publié en développement personnel. D'ailleurs, je vais vous le montrer. Bougez pas, je vais aller le chercher. Eh oui, eh oui, eh oui. Oui, je l'ai. Il est ici. OK. Alors, le succès, ça s'apprend, publié il y a quelques années avec les éditions de l'Homme, donc québécois. Euh, alors oui, ce coaching, aujourd'hui, on va parler de comment avoir du succès dans toutes les sphères de notre vie. Et je vais vous expliquer c'est quoi ma définition du succès parce que c'est très vaste. Puis d'ailleurs, je vais aussi tantôt vous demander c'est quoi toi ta définition du succès. Salut Christine, salut Marie, Noël, on a plein de gens, c'est le fun. Alors, je ne sais pas si on a déjà. Salut Marie-Paul qui était là la semaine dernière. Ben oui, Marie-Paul qui est toujours une de nos habituées. Donc, vous avez peut-être été avec nous la semaine dernière où on parlait d'immobilier. Pour ceux et celles qui me suivaient depuis un petit moment pour l'immobilier, vous savez, j'ai deux passions dans la vie. À vrai dire, j'en ai plus que ça. Mais mettons, professionnellement parlant, j'ai l'immobilier, bien sûr, mais j'ai aussi tout ce qui a trait euh, au développement de notre potentiel comme être humain. Et c'est de ça qu'on va parler pendant ces 3 jours-là. Donc, on va être ensemble à tous les jours à midi, heure du Québec. Je vous demande de vous réserver minimum 30 à 45 minutes à chaque midi. Si tu n'es pas capable d'être là en live avec nous, c'est pas grave. À la limite, tu peux nous écouter en replay. Mais dans un monde idéal, si tu peux être là en live, ça serait vraiment le fun. Ça serait l'idéal. Pourquoi? Ben parce que je vais vous demander de participer. Je vais aussi parfois vous poser des questions. Donc, et je vais tout de suite commencer avec une question. Il est-tu midi? Là? Je veux juste être sûr que si on a des gens qui se joignent. Il est midi. OK, il est midi, heure du Québec. Salut Tico. Salut Olivier. Salut Sonia. On a plein de gens. C'est le fun. Je commence tout de suite en vous posant une question. Moi, j'appelle ça la question qui tue. Si je te posais la question, c'est quoi pour toi le succès? Qu'est-ce que tu me donnerais comme définition? Puis je te le dis, écris-moi ça dans les commentaires. Salut Myriam! Ça me fait plaisir que vous soyez là, ma belle Myriam, qui est une de nos membres IMO Réussite. Salut Richard! Je ne sais pas si c'est uniquement pour moi, mais le son n'est pas très fort. Alors, je vous invite à peut-être le monter ou peut-être nous confirmer s'il y a d'autres personnes qui expérimentent ce problème. Je vais essayer de parler plus proche dans mon micro. C'est-tu correct, Richard? Euh, c'est quoi ta définition du succès? Et avant toute chose, si vous permettez, le temps que vous écriviez, écrivez-moi ça en une ligne. Je vais vous donner ma définition à moi du succès. Pour moi, réussir, le succès, c'est réussir sa vie. That's it, period. Réussir sa vie. Maintenant, je donne un petit peu plus d'informations et de détails, OK? Il y a une différence notoire pour moi entre réussir sa vie et réussir dans la vie.
Réussir dans la vie, souvent, on va regarder des gens qui financièrement ont réussi. Hein. Ils ont la grosse voiture, la grosse maison, ils voyagent, ils peuvent se permettre plein de choses au niveau financier. Et souvent, on va dire, hey, cette personne-là a réussi dans la vie. Pour moi, réussir sa vie, ça passe aussi, oui, par la réussite professionnelle et peut-être même financière si c'est quelque chose qui est important pour toi. Mais c'est beaucoup plus vaste que ça. C'est beaucoup plus large. Moi, je considère en ce moment, en date du 15 avril 2024, que j'ai réussi ma vie. Et pas fini. J'espère qu'elle va se finir dans vraiment beaucoup d'années, mais je considère que j'ai réussi ma vie et que je l'ai réussi et que je continue à le faire parce que c'est un travail qui est en progression. On est d'accord, hein? C'est pas. Il n'y a jamais un moment où on dit, hey, je suis arrivé. Maintenant, réussir ma vie pour moi, c'est d'être heureuse dans ma vie de couple, c'est d'être une maman à la hauteur de mes attentes et de mes désirs, d'être une maman qui est présente pour mon garçon Louis-David, qui est rendu à 15 ans. Il a moins besoin de sa mère à 15 ans, c'est sûr, c'est plus ses chums, mais c'est pas grave, je suis toujours là. C'est de réussir au niveau de ma santé, c'est de prendre soin de moi, c'est de faire du sport, c'est de bien manger, c'est de me documenter sur ça parce que ça m'intéresse. C'est de réussir évidemment dans ma carrière à inspirer les gens. Je le fais depuis des années, ça fait 25 ans que je fais ça, que je fais des conférences, que j'écris des livres sur le succès, sur l'intelligence émotionnelle. Bref, je vais prendre de toute façon 3-4 minutes pour me présenter parce que je réalise que je vous parle. Il y a plein de gens qui me connaissaient ici, mais il y a peut-être des gens qui viennent d'arriver dans mon univers de Stéphanie Milo puis qui se disent, c'est qui cette petite blonde-là avec les baguettes en l'air? Donc, pour moi, réussir ma vie, c'est ça que ça veut dire, c'est de réussir dans toutes les sphères de ma vie qui sont importantes pour moi, à la hauteur de ce que je veux. OK? Donc oui, je prends 2 minutes pour me présenter. Je suis Stéphanie Milo, auteure de plusieurs livres qui ont été tous des best-sellers, qui ont été publiés ici au Canada francophone, du côté de l'Europe aussi. Premier livre que j'ai publié, Émotion quand tu nous tiens, donc un livre sur la pratique que j'ai eue pendant presque 10 ans en psychothérapie. Donc j'ai une clinique de psychothérapie. Je pratiquais des rencontres en 1 à 1 et j'ai écrit un livre sur l'approche avec laquelle je travaillais, qui est une approche cognitive comportementale qui s'appelait l'approche émotivo-rationnelle. Elle s'appelle toujours comme ça, cette approche-là, qui est extraordinaire. Si tu veux apprendre à gérer tes émotions, travaille avec des outils d'approche émotivo-rationnelle et cognitive comportementale, c'est hyper puissant. Ceci dit, ça a été mon premier livre que j'ai publié. Ensuite, j'en ai publié, je ne l'ai pas, l'année suivante, j'ai publié un livre sur le stress, donc qui s'intitule Pour mieux vivre avec le stress, changer d'état d'esprit. Ensuite, en 2008, lorsque mon fils est né, j'ai publié La philosophie de l'iceberg, qui a été réédité. Hein. C'était la première édition, mais il y a eu plusieurs rééditions. Un livre sur l'intelligence émotionnelle. Qu'est-ce que c'est l'intelligence émotionnelle? C'est l'intelligence du cœur. C'est l'intelligence qu'on peut développer au cours de notre vie. Et souvent, les gens me posent la question, comment je développe mon intelligence émotionnelle? Bonne nouvelle aujourd'hui. Juste le fait d'être ici avec moi et d'écouter ce live pendant les trois jours qui vont suivre, donc aujourd'hui, demain et mercredi, juste ça, ça contribue à augmenter ton intelligence émotionnelle parce que tu vas venir apprendre des concepts que tu vas pouvoir ensuite appliquer dans ta vie pour que ta vie s'améliore à la hauteur de tes désirs. Et c'est ça l'intelligence émotionnelle. OK? L'intelligence émotionnelle, c'est d'apprendre à gérer nos émotions, c'est d'apprendre à gérer nos relations, c'est d'être conscient de nos émotions, c'est d'être conscient des relations, des émotions des autres. Et tout ça fait en sorte que quand on travaille notre intelligence émotionnelle, systématiquement, on travaille à améliorer notre vie. Et ce qu'on va voir dans ce 3 jours-là, c'est plein d'outils pour améliorer votre vie, pour atteindre vos objectifs. Hey, bougez pas, j'ai tellement chaud. Je vais juste... Bon, moi, je suis tellement chanceuse, j'ai un bureau, puis je suis franc-sud ici. Alors, le soleil entre là jusqu'à peu près 2 heures cet après-midi, mais souvent, l'autre côté, c'est qu'il fait chaud. Et ce que je vous disais, c'est que le 3 jours qui s'intitule Le succès, ça s'apprend, c'est initialement tiré d'un livre que j'ai publié il y a quelques années qui s'appelle Le succès, ça s'apprend, 9 clés pour réussir sa vie. Donc, évidemment, si vous n'avez pas le document, assurez-vous là, de le télécharger. Si vous êtes en replay, vous pourrez le télécharger dans les commentaires. Il est toujours là, le lien. Sinon, Célina va le remettre à nouveau. Alors, on a plein de gens. Chantal Dubois, bonjour. Louise, André, Nazaire, André. On a plein de gens. C'est le fun. Merci. Continuez à vous manifester. Pour ceux et celles là, qui sont arrivés avec quelques minutes de retard,
N'hésitez pas à vous manifester. Vous pouvez même me dire de où vous êtes, de quelle région. Êtes-vous du Québec? Êtes-vous, je ne sais pas moi, de la Colombie-Britannique, de l'Ontario? Est-ce que vous êtes de la France, de Paris, de la Belgique, de la Suisse? On a des gens d'un peu partout. On a même des gens du Maroc. Donc, merci d'être là. Salut Nancy, Noémie. Noémie ou Naomi. Naomi, c'est beau, Naomi, j'adore ça. Vous avez un beau prénom. OK, salut France qui est avec nous en live. Donc, je vous ai concocté 3 jours de... Vous allez voir, il y en a du contenu. Il y a beaucoup, beaucoup d'éléments. Donc, ce que je disais pour me présenter, c'est que moi, ça fait 30 ans que j'étudie qu'est-ce qui fait qu'on réussit. Qu'est-ce qui fait que comme être humain, on a une vie à la hauteur de nos désirs, on est heureux. Et c'est fascinant parce que ce que je vais vous partager au cours de ces 3 jours-là, il y a des choses que vous allez peut-être avoir déjà entendues, mais il y a des choses que vous allez apprendre, mais surtout, il y a des choses que je veux que tu te remettes en question en te posant la question, OK, est-ce que je l'applique? Pour moi, c'est ça le plus important. Parce qu'il y a plein de choses qu'on sait au niveau rationnel, puis on va en parler dans quelques minutes, mais est-ce que je l'applique? Donc, j'ai donné au cours des 25 dernières années des milliers de conférences dans des entreprises un petit peu partout ici au Québec, du côté de l'Europe. Je suis allée à Vichy, je suis allée à Paris, je suis allée à Lyon donner des conférences. Donc, du côté de l'Europe, j'en ai fait ici, évidemment, beaucoup. Québec, Ontario, un petit peu partout dans la francophonie canadienne. Des conférences en développement personnel, donc exemple sur le stress, sur l'épuisement professionnel. C'est toutes des thématiques que j'enseigne dans des entreprises et ce depuis 25 ans. Le coaching qu'on va avoir ensemble pour les 3 prochaines journées, ben je vous explique. Si vous avez déjà votre cahier, fantastique. Alors, à la première page, vous avez un petit peu qui je suis. Vous prendrez à la fin là, le temps de lire d'où je viens. Donc, vous voyez là un petit peu mon parcours. Moi, j'ai commencé très tôt dans le développement personnel parce que j'aspirais à une vie meilleure. Puis pas parce que j'étais malheureuse, mais parce que je voulais être heureuse. Et c'est drôle parce qu'il y a encore pas longtemps, euh, je me suis presque laissée convaincre par des gens autour de moi que, bah, des fois, c'était correct de ne pas être heureux. Puis, à un moment donné, je suis allée faire une croisière il y a 3 semaines. J'y reviens avec une de mes mentors que je suis depuis des années en développement personnel. Et elle a dit, dans une des ateliers de formation, elle a dit, comme être humain, vous avez la mission d'être heureux, c'est votre droit d'être heureux et n'acceptez pas de ne pas l'être. Ça ne veut pas dire qu'on ne vivra pas d'épreuves. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas des défis. J'en ai eu, je pourrais vous en raconter. J'en ai eu des défis, j'en ai eu des épreuves, j'ai eu des moments difficiles dans ma vie. Mais ce qu'elle expliquait, puis je suis tellement d'accord avec ça, c'est pas tant ce qui t'arrive, mais c'est vraiment ce que tu fais avec ce qui t'arrive. Comment tu vas apprendre, comment tu vas grandir. Quand on est dedans, quand on est dans l'épreuve, quand on est dans le défi, des fois c'est difficile, on est tous d'accord là-dessus, mais qu'est-ce que j'en retiens? Qu'est-ce que j'en retire? Qu'est-ce que j'ai appris? Comment je peux m'élever comme être humain? Donc voilà le programme de cette semaine. On va apprendre comment notre cerveau fonctionne. Alors écoutez, ce que je vous propose, vous avez ensuite dans votre cahier le détail à l'agenda cette semaine pour les 3 journées. Jour 1, jour 2, jour 3. Donc, je vous laisse en prendre connaissance. Et ce que je vous propose, on y va tout de suite avec notre jour 1 parce que vous allez voir, il y a beaucoup, beaucoup d'éléments. Donc, à chaque jour, on sera en live à midi, heure du Québec, pour à peu près 40-45 minutes. Donc, ça, c'est bien important. Et l'autre chose aussi, si vous êtes en mesure d'être là en live, ça serait super. Donc, parce que souvent, je vous demande d'interagir, je vous pose des questions. C'est le fun quand vous êtes là en live. Sachez par contre que si vous êtes en replay, ben merci d'être là et vous pouvez nous réécouter. Si vous voulez le réécouter après l'avoir écouté en live, si vous voulez prendre des notes, n'hésitez jamais. On va les laisser quelques jours sur le groupe. D'accord? Donc, quelle est votre définition du succès? Quelle est votre définition d'une vie réussie? Est-ce que c'est d'avoir de l'argent? Est-ce que c'est d'être heureux dans ta vie de couple? Est-ce que c'est d'avoir des belles relations? Est-ce que c'est, je ne sais pas moi, d'écrire un livre? Est-ce que c'est euh,
d'investir en immobilier. J'ai plein de gens qui veulent investir en immobilier, qui me suivent pour Immo Réussite. Donc, ce qu'il faut savoir aussi, pour ceux et celles là, qui viennent de me découvrir, je suis aussi la fondatrice d'un programme qui s'appelle Immo Réussite, un programme pour vous aider à devenir investisseur immobilier. Ce n'est pas du tout l'objet de la discussion de cette semaine. Par contre, je vais donner quelques exemples des fois quand je vais utiliser les outils sur le mindset en lien avec l'immobilier. Mais l'objectif, si tu veux investir en immobilier, tu peux aller voir Immo Réussite, Stéphanie Milo, et là, tu vas avoir des vidéos gratuites. Cette semaine, on parle de mindset. On parle de comment atteindre nos objectifs. Donc, à quoi est-ce que tu aspires? Et ce que je te propose, donc aujourd'hui, au jour 1, comment vos programmations mentales, vos schémas de pensée peuvent vous aider ou vous nuire dans l'atteinte de vos buts. Donc, je suis déjà au jour 1. OK? Richard dit, j'ai gelé le problème en prenant le son de mon cellulaire. Merci pour le suivi. J'espère que vous nous entendez mieux, Richard. OK, donc aujourd'hui, on va explorer comment nos pensées peuvent influencer notre prise de décision, mais aussi nos habitudes, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. Nous aborderons le fait que le succès peut être influencé par notre génétique. On va examiner ensemble comment les stratégies de programmation mentale peuvent devenir des alliés indispensables dans la réalisation de nos objectifs, quelles que soient les sphères de votre vie que vous voulez améliorer. De plus, on va prendre le temps d'examiner ensemble ton système de croyances. Donc, premièrement, un constat, là, je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. On veut tous réussir. OK? Qu'est-ce qui fait qu'on réussit? Puis là, je veux juste vous dire, dans votre cahier, vous avez des petites lignes. OK? Donc, assurez-vous de prendre en note c'est un document troué. Puis je vous explique pourquoi. Moi, j'ai une formation en pédagogie. J'ai enseigné plusieurs années à l'École des hautes études commerciales à l'Université de Montréal. J'ai fait mon brevet pour être professeur, donc j'ai mon brevet d'enseignement. Et ce qu'on sait, c'est que la meilleure façon de retenir, quand, exemple, on écoute un live comme celui-ci, c'est oui d'écouter, mais c'est aussi de prendre des notes. Et c'est volontaire qu'il y ait des trous dans votre document. Il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a, ils sont là. OK? Donc, il y a quelqu'un qui dit « Salut, ma belle! Bonjour à tous. » Merci! OK. Alors, qu'est-ce qui fait qu'on réussit? Qu'est-ce qui fait qu'on est heureux? OK? Ce qu'il faut comprendre, pendant des années, on pensait que réussir provenait, entre autres, de notre quotient intellectuel. Et ça a été pendant des années. Vous m'avez peut-être déjà entendu, si vous me suivez pour Immo Réussite, raconter cette histoire, mais mon père, à l'époque, mon père qui est toujours vivant aujourd'hui, mon père aura 83 ans le 9 mai prochain. Et mon père, à l'époque, il allait au Collège Notre-Dame à Montréal, et dans ce temps-là, on faisait faire aux jeunes, vers l'âge de 14 ans à peu près, 15 ans, un test de QI, quotient intellectuel. Et en fonction du résultat, ça déterminait supposément s'ils allaient réussir ou non dans la vie. Imaginez, c'était bien épouvantable. Aujourd'hui, avec ce qu'on sait en neurosciences, en psychologie positive, on sait qu'on était complètement dans l'erreur de faire ça à des jeunes et de potentiellement dire à un jeune qui avait un QI un peu plus faible que la moyenne, tu ne réussiras pas. On sait que c'est complètement faux. Okay? On sait que c'est complètement faux aujourd'hui. Donc, plusieurs années après, autour des années 80, il y a des chercheurs qui ont commencé à s'intéresser à qu'est-ce qui fait qu'on réussit? Et on est arrivé au constat que ce n'est pas le quotient intellectuel qui fait qu'on réussit, mais c'est bien l'intelligence émotionnelle. D'ailleurs, vous avez peut-être déjà lu le fameux livre de Daniel Goleman, qui est hyper intéressant, qui parle de psychologie positive. Et effectivement, c'est un livre sur l'intelligence émotionnelle. Mon livre, La philosophie de l'iceberg, que j'ai publié il y a quelques années, est un livre de 325 pages dans lequel je t'enseigne à développer ton intelligence émotionnelle parce qu'on sait aujourd'hui, toutes les recherches en psychologie positive nous le prouvent, quand on développe notre intelligence émotionnelle, c'est là qu'on augmente drastiquement nos chances d'atteindre nos objectifs, d'être heureux. Parce qu'en bout de ligne, pourquoi qu'on se fixe des objectifs? Pourquoi on a des rêves? C'est pas compliqué. C'est qu'on pense que ça va nous rendre heureux, heureuses. C'est-tu vrai ou c'est pas vrai? Je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Donc, évidemment, la psychologie positive étudie ce qui rend les gens heureux et épanouis. Puis c'est pas de la pensée positive. C'est pas je me mets des lunettes roses et là, je vais être heureux. Je fais juste... Tu sais, souvent, on va entendre ça pour ceux qui sont en développement personnel. Ah, je fais de la gratitude à tous les jours, puis tout va m'arriver, puis tout va arriver sans que j'aie rien à faire. C'est pas ça du tout, la psychologie positive. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ça a été étudié.
Il y a plein de scientifiques qui étudient qu'est-ce qui fait qu'on réussit. On a appris à connaître aujourd'hui, en 2024, notre cerveau et on sait ce qu'il faut faire pour justement recréer dans notre cerveau des nouvelles connexions neuronales qui vont nous permettre de réussir et comment on arrive à se défaire de certaines habitudes, de certaines croyances qui nous nuisent. OK? Donc, le but de l'intelligence émotionnelle, elle se concentre sur les aspects positifs de la vie, tels que le bien-être, l'optimisme, la capacité à être heureux, mais son but est de comprendre comment on cultive ces qualités pour être heureux et avoir une vie à la hauteur de nos désirs. Donc, on tourne la page ensemble, la gang. Dites-moi si vous êtes d'accord avec cet énoncé. La connaissance, c'est, et le mot qu'on cherchait, c'est le pouvoir. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Puis je veux vous lire dans les commentaires. Salut Valérie de Bretagne, c'est donc belle fun! Est-ce que vous êtes d'accord avec cet énoncé? La connaissance, c'est le pouvoir. Je veux vous lire. Oui ou non? Si vous êtes d'accord avec ça, dites-moi oui dans les commentaires. Si vous n'êtes pas d'accord, dites-moi non. La connaissance, c'est le pouvoir. Ça veut dire quoi? Plus j'ai de connaissances, plus j'ai de pouvoir. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Oui ou non? À la limite, faites-moi des petits cœurs si vous êtes d'accord. Est-ce que vous... OK, il y a plein de gens qui disent oui, non. Myriam dit non. Myriam, elle me suit depuis un petit moment. C'est peut-être pour ça qu'elle connaît la réponse. On a des gens de Lyon, Marie-Paul. Hey, merci. Il y a plein de gens qui disent oui. OK. Roulement de tambour. Puis c'est pas grave si tu n'as pas eu la bonne réponse. Mais la réponse, vrai ou faux, la réponse, c'est faux. Puis je vous explique. L'utilisation de la connaissance est le pouvoir. Voilà ce qu'on cherchait. Puis je t'explique la différence. OK? Tu peux avoir plein de connaissances. Si tu ne les utilises pas, si elles restent au niveau de ton cerveau dans ta tête, tu ne réussiras pas. Tu n'obtiendras pas les résultats désirés. Donc, c'est l'utilisation de la connaissance qui est le pouvoir. Je vous donne des exemples. Quand, par exemple, on sait tous qu'on devrait bien manger, qu'on devrait manger une dizaine de portions de fruits et légumes par jour. Y a-t-il quelqu'un aujourd'hui qui a jamais lu ça en quelque part ou qui a jamais entendu un podcast avec un nutritionniste qui te dit ça? Tu sais, puis on dit 10 portions, ça peut être 5 dépendamment, mais tu sais, tout le monde sait que les fruits et les légumes, en principe, c'est bon pour la santé. Tout le monde sait qu'on devrait faire du sport à tous les jours ou qu'on devrait bouger à tous les jours. Donc, ça peut être aller prendre une marche. Tout le monde sait ça. Il n'y a pas personne en ce 15 avril 2024 qui fait comme « Oh my God, je viens d'apprendre quelque chose aujourd'hui. Oh, je devrais bouger. Je n'avais jamais réalisé ça. » Mais non, tout le monde sait ça. Donc, cette connaissance-là, je pense qu'on l'a tous et toutes. On est d'accord. C'est pas de le savoir qui va faire que tu vas changer, qui va faire que tu vas avoir des résultats. C'est de l'utiliser et de l'appliquer. Parce que tant que ça reste ici, tant que ça reste une connaissance, il n'y a rien qui se passe dans ta vie, il n'y a rien qui change. Aucune croyance que tu as, peut-être que les limites ne vont changer. Aucune habitude que tu as ne peuvent changer parce que tu le sais, tu as une connaissance, mais tu ne l'appliques pas nécessairement. OK? Donc, vraiment important. Alors, la réponse, c'était faux, puis c'est pas grave, OK? Il y a quelqu'un qui dit c'est tout à fait logique. Ben oui, exactement. Merci, car je n'ai pas fait imprimer le document, mais il est téléchargé, je le remplirai en l'écoutant. C'est parfait, André, c'est super. Jean, tu m'as eu là, oui, j'utilise la connaissance, je peux tout. C'est ça. Puis tu sais, je fais exprès parce que je le sais, quand je fais des conférences publiques et que je pose cette question-là, 99% des gens disent oui, la connaissance, c'est le pouvoir. Et moi-même, il y a plusieurs années, j'avais cette croyance-là. Puis c'est pas 100% faux. C'est déjà une bonne portion de savoir quelque chose. Maintenant, la deuxième portion qui est la plus importante, c'est de l'appliquer. Allons plus loin. Saviez-vous que le succès serait génétique? Tout de suite en partant, je sais qu'il y a des gens qui se disent « Oh my God ». Mais effectivement, ça aussi, ça a été scientifiquement prouvé, ça a été étudié. Votre génétique, ton père, ta mère biologique, qu'il t'ait élevé ou pas, donc que ce soit ces gens-là qui t'aient éduqué ou non, il y a une portion génétique. Je vous donne un exemple. Mon mari a une sœur. Elle s'appelle Marie, justement. Donc, ma belle-sœur Marie a été adoptée à la naissance par d'autres parents qui ne sont pas les mêmes, qui ne sont pas ses parents biologiques, si vous voulez. Mon mari, quelques années plus tard, ma belle-mère et mon beau-père sont toujours ensemble et mon mari naît
Et là, ben, il décide de se marier, puis il garde mon mari qui est Louis-Jean. Moi, je suis en couple depuis 22 ans. Ça va, attendez, 2001, oui. Non, 23 ans cette année. 23 ans au mois de mai que j'ai connu mon mari. On est les parents d'un beau jeune homme de 15 ans, Louis-David, qui est un ado fantastique. J'aurai l'occasion de vous en parler. Bref, ma belle-sœur Marie se fait adopter à la naissance par une autre famille. Et je vous fais l'histoire courte, mais elle retrouve son père, sa mère et son frère, mon mari, 30 ans plus tard. 30 ans plus tard, ici au Québec, il y avait une émission très populaire. Il y en a peut-être qui la connaissaient, cette émission-là. C'était l'émission Claire Lamarche. Puis il y avait des retrouvailles où Claire Lamarche faisait en sorte que des gens pouvaient se retrouver qui ne s'étaient pas vus depuis des années. Et ma belle-sœur, ça lui a donné l'idée de peut-être retrouver sa mère. À cette époque-là, elle ne savait pas qu'elle allait retrouver non seulement sa mère, mais aussi son père, qui étaient toujours ensemble, et son frère. Et ma belle-sœur, c'est drôle parce que ma belle-sœur, c'est une fille qui est plein d'enthousiasme, une belle joie de vivre. C'est vraiment une belle personne. Super. J'ai juste le terme anglais, go-getter. Là, elle a des rêves, elle a des buts, puis je vous dis qu'elle les poursuit, puis elle a de l'énergie, elle a une belle attitude. Et c'est drôle parce que quand elle a retrouvé sa mère, son père et mon mari, elle a dit OK, je comprends d'où je viens. Et malgré qu'elle n'avait pas été élevée dans cette famille-là, elle avait été élevée dans une famille complètement différente. Puis elle a eu des super bons parents adoptifs, mais c'était des gens beaucoup plus calmes, beaucoup plus intellectuels. C'était pas des gens qui étaient dans la vente, c'était des gens plus introvertis. Et elle a dit, c'est comme si elle se trouvait un petit peu... elle se demandait comment ça se fait, d'où je viens, moi. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que oui, on a de la génétique, que vos parents vous aient éduqué ou non, il y a une portion de génétique. Et ce qu'on sait, c'est qu'effectivement, notre capacité à réussir serait génétique à 50%. Et là, peut-être qu'il y en a qui se disent, oh my God, c'est pas une bonne nouvelle parce que mes parents n'étaient pas des gens à succès. Mais attention, la bonne nouvelle, ça dépend comment tu vois le verre. Est-ce que tu le vois à moitié vide ou à moitié plein? Moi, j'ai tendance dans la vie à voir le verre à moitié plein. Et quand on le voit à moitié plein, c'est qu'on se dit, oh, il y a un 50% qui vient d'ailleurs. Donc, il y a un 10% qui vient du facteur chance. Ça veut dire quoi? Être à la bonne place au bon moment, par exemple. Hein, je ne sais pas, moi, je prends un exemple que j'ai entendu récemment, une fille qui est française et qui dit une journée, je me promenais sur la rue à Paris et il y a un agent de mannequin d'une grande agence de mannequins de Paris qui la voit. Elle avait 17 ans à cette époque-là et qui la recrute pour devenir mannequin. Puis elle est devenue une mannequin. Là, elle a fait une grande carrière. Elle a gagné énormément d'argent. On s'entend, elle marche à Paris sur la rue. Il y a un petit peu de chance là-dedans. Là. Elle a été chanceuse que ce recruteur-là la voit et décide de lui offrir cette opportunité-là. Mais ce qu'on sait, et ça a été aussi étudié, c'est que ce n'est que 10%. Donc, arrêtons de se baser sur je veux être chanceux, je veux être chanceuse, parce que tu ne peux pas forcer la chance. OK? Ceci dit, et c'est ça sur quoi on va travailler dans le cadre de ces 3 jours-là, c'est de l'autre 40% qui est nos attitudes, nos comportements. Donc, le mot qu'on cherchait en deuxième, c'est nos comportements, nos actions, nos stratégies et notre environnement, ainsi que nos programmations mentales. Donc, on cherchait 2 mots, comportement et environnement. Tu peux changer ton environnement. Tu peux changer ton attitude. Tu peux décider de poser des actions ou pas. Tu peux décider d'apprendre de nouvelles stratégies. C'est ça que tu fais en ce moment en étant avec nous ce midi. OK? Tu viens te former pour apprendre des nouvelles stratégies, pour améliorer ta vie, pour atteindre un objectif ou des objectifs. OK? Et on peut aussi changer nos programmations mentales. Maintenant, on va se poser la question, puis je ne sais pas si ça t'intéresse d'avoir la réponse, c'est quoi une programmation mentale? C'est très simple, puis tu peux le prendre en note. Programmation mentale, c'est quelque chose qu'on croit comme vrai. OK? C'est quelque chose pour lequel souvent, une programmation mentale va faire en sorte que ça va avoir un impact majeur sur notre vie parce qu'on a des croyances.
OK? Donc, une programmation mentale, c'est quelque chose qu'on a commencé à croire à un moment donné de notre vie. Ça peut être quand on était très jeune, ça peut être quand on était plus vieux. Et ce qu'il faut comprendre aussi, c'est qu'on continue toujours à développer de nouvelles programmations mentales, donc par conséquent, de nouvelles croyances. Donc, une programmation, c'est exemple. J'ai la croyance que c'est dur de faire de l'argent. C'est pas mes croyances à moi, là, vous aurez compris, je vous donne des exemples. J'ai la croyance qu'après 50 ans, on ne peut pas rencontrer l'amour. J'ai la croyance que je ne peux pas perdre du poids à partir de 55 ans parce que le métabolisme ralentit. J'ai la croyance que, puis il y en a peut-être qui m'écoutent et qui disent, ben c'est vrai ça? C'est pas vrai. C'est pas vrai. Et évidemment, si tu le crois, je te jure que tu dois avoir les résultats dans cette sphère-là de ta vie en lien avec tes croyances. Les gens qui ont des croyances que c'est dur d'investir en immobilier sans argent. Ça, j'en ai parlé la semaine dernière dans ma journée 5 pour ceux et celles qui étaient dans le bootcamp, là, vous vous rappelez. Donc, j'ai la croyance que c'est dur d'investir en immobilier. J'ai la croyance que c'est dur de faire de l'argent parce que je viens d'une famille pauvre. J'ai la croyance que je ne sais pas, moi, les relations hommes-femmes amicales, c'est impossible, ça n'existe pas. Tu sais, quelqu'un qui croit ça, je vous donne cet exemple-là parce que j'ai fait il y a plusieurs années un atelier sur les croyances limitantes. Et il y avait quelqu'un qui était dans cet atelier-là, puis c'était un homme, puis il m'avait dit, moi, je ne pense pas qu'une femme et un homme peuvent être amis. Et là, en le faisant parler, il nous a confié, on était tout un groupe, une journée complète, et il nous a confié avec beaucoup d'émotion qu'il était jaloux maladif. Et il nous a dit, dis-moi ma femme, donc il était en couple, il dit, moi ma femme a un ami d'enfance, puis il dit, je suis tellement jaloux, et il dit, je ne crois pas qu'ils sont juste amis. Et il n'y avait aucune raison, là, il n'y avait aucune preuve que sa femme est infidèle. Puis, tu sais, sa femme lui avait répété des milliers de fois, tu sais, arrête, c'est un ami. Ça faisait des chicanes, ça faisait des conflits, évidemment. Et il était là pour se défaire de cette croyance-là qui lui minait la vie, non seulement à lui, mais à la vie de son épouse. Puis, tu sais, quand on est jaloux, c'est épouvantable. Donc, souvent, nos croyances qu'on a adoptées, des fois jeunes, ça part de l'enfance, des fois. Des fois, c'est nos parents qui nous ont dit des choses. Hein? Dépense pas ce que tu n'as pas. L'argent, c'est dur à gagner. Fait que si toi, toute ta jeunesse, tu as cru ça. Hein? Moi, mon père, j'en parle souvent dans mes coachings en immobilier, mon père me disait, Stéphanie, trouve-toi une bonne job, reste là toute ta vie et va te chercher un fonds de retraite. Hein? Il y a des entreprises ici au Canada, puis c'est de moins en moins fréquent, mais il y a des entreprises qui, quand tu rentres là, tu vas au gouvernement, par exemple, ou dans l'éducation, ou dans le système de la santé, tu vas avoir un emploi toute ta vie, puis un jour, quand tu vas prendre ta retraite, je pense aux policiers, entre autres, les policiers, policières, bon, ben, au bout de 25-30 ans, tu vas avoir un fonds de pension, comme on appelle ça ici au Québec, donc une retraite pour mes gens d'Europe. Donc, tu vas avoir de l'argent qui va rentrer jusqu'à la fin de tes jours. Mon père m'avait donné ce conseil-là. Mon père m'avait dit, étudie longtemps, trouve-toi une bonne job, puis assure-toi d'avoir une belle retraite. J'ai fait tout le contraire, la gang. J'ai fait tout le contraire. Mais veux pas, les croyances que mon père m'avait inculquées, il y en a certaines que j'ai dû me défaire, que j'ai dû aller déraciner. Donc, évidemment, ce qu'il faut réaliser, ton système de croyance, ce que tu crois va se concrétiser. Si tu crois que c'est impossible de perdre du poids après l'âge de 50 ans, guess what? Si tu as plus que 50 ans en ce moment et que tu m'écoutes, tu as fort probablement un souci avec ton poids. Si tu crois que c'est dur de faire de l'argent, je serais curieuse de voir tes finances. Si tu crois que c'est dur d'être en couple, puis que la vie de couple, c'est l'enfer, ça doit être difficile pour toi d'être en couple. Si tu crois que les ados, c'est tous des fainéants, puis que c'est difficile de passer à travers l'adolescence, guess what? D'après moi, si tu es un parent actuellement qui est aux prises avec un adolescent, puis je dis aux prises parce que fort probablement que si tu as pensé toute ta vie que ça allait être dur l'adolescence, ça ne doit pas être facile. Ben moi, j'ai décidé en sachant ça, en sachant que ce qu'on croit se concrétise, j'ai décidé de travailler mes croyances et d'aller chercher des outils pour changer mes croyances. Je vous parlais de mon fils tantôt, Louis-David, 15 ans. Bel adolescent. C'est pas parce que c'est mon garçon, là. Il est fin, mon gars. Il est fin, il est équilibré, il est heureux. Il n'est pas parfait, don't get me wrong. Il n'est pas parfait, sa chambre est un bordel. Et je veux dire, je veux pas dire qu'il est parfait,
Mais je décide, et ce depuis toujours, de mettre mon focus sur son beau côté, sur toutes ses qualités, sur le fait qu'il est rayonnant, sur le fait que c'est un enfant heureux, sur le fait qu'il est jovial, qu'il est au-devant des autres, qu'il n'est pas gêné, qu'il a un grand cœur. Je pourrais mettre mon focus sur sa chambre qui est en bordel, puis des fois, je le fais. À ma défense, des fois, je dis là, Louis-David, OK, là, tu me fais un petit ménage, là. C'est too much, ton affaire, là. C'est comme un champ de mine dans sa chambre, tu sais. Mais j'ai décidé il y a longtemps, quand il était petit, que moi, je ne voulais pas acheter l'idée et la croyance que l'adolescence allait être difficile. Donc, je me suis préparée mentalement et j'ai fait aussi des actions, des stratégies. J'ai adopté des attitudes avec lui qui font qu'en ce moment, mon mari et moi, on a une super belle relation avec Louis-David. Pourquoi? Parce qu'on l'a préparé, son adolescence. OK? Et par conséquent, par ricochet, ça a eu un impact sur lui. Je vous raconte une anecdote parce que la semaine dernière, je suis tombée là-dessus, puis pour les gens du Québec, vous l'avez peut-être déjà entendu, fort intéressant. Il y a eu à 98.5 FM, qui est une de nos stations de radio là, très connues, puis même les gens de l'Europe, vous pourriez aller réécouter. Vous avez juste à taper 98.5 FM. Vous allez arriver sur le site et vous allez pouvoir voir il y a ici au Québec ce qu'on appelle l'indice du bonheur. C'est vraiment intéressant. L'indice du bonheur, ça a été fondé en 2006 ici au Québec. Et c'est une entreprise qui sonde, qui fait des sondages sur le bonheur des Québécois. Euh, et vous pouvez même aller faire le test sur leur site. C'est vraiment fascinant. Et j'écoutais une entrevue la semaine dernière avec le fondateur qui disait que nos jeunes, en 2006, quand il a fondé le site, les jeunes de, je pense que c'était 18 à 24 ans, étaient parmi les tranches les plus heureuses. Ensuite, ça faisait un U. Donc, plus on vieillissait, après 24 ans, là, on devenait de moins en moins heureux, on devenait de moins en moins heureux. Puis à un moment donné, boum, ça remontait. Et les deuxièmes plus heureux, c'était, je pense, la tranche d'âge de 54 à 62 ans, quelque chose comme ça. Les chiffres ne sont pas parfaits, là, mais ça ressemble à ça. Et aujourd'hui, en 2024, il expliquait que les jeunes, malheureusement, la tendance s'est renversée et ils font partie des gens les plus malheureux. Et je racontais ça à Louis-David la semaine dernière. Je disais, toi, tu vis tout ça, tu sais? Puis il expliquait entre autres que beaucoup de jeunes ont peur pour leur avenir, savent pas ce qu'ils veulent faire. Avec les changements climatiques, il y en a beaucoup qui s'inquiètent, sont anxieux, ils ont beaucoup de pression, la pression de performer, la pression de choisir mettons, 17, 18 ans ce que tu vas faire pour le restant de tes jours. Puis, tu sais, moi, je me disais, il me semble que mon fils, ça le caractérise pas. Je le vois heureux, il rit, je le sens pas tourmenté du tout. Puis, c'est pas parce que c'est mon garçon. Mais en même temps, quand j'ai parlé avec lui, il me disait, ben non, maman, moi, je suis pas inquiète. Puis, tu sais, tu me le dis, j'aurai le temps de choisir ma profession, puis je peux changer d'idée. Puis, tu sais, il me l'a dit, tu m'as dit, maman, toi, tu as changé à peu près 10 fois de profession. Puis, c'est vrai. Alors, veut pas, dans notre discours, dans notre façon d'être à la maison, veut pas, on contamine nos jeunes, positivement ou négativement. Et il a été prouvé scientifiquement qu'un parent anxieux, ben c'est plate, mais ça a des répercussions sur son jeune. Donc, souvent, quand on voit des jeunes enfants ou adolescents anxieux, si tu regardes le père ou la mère, puis des fois c'est pire quand c'est les deux, ben s'ils sont anxieux, c'est clair que ça a une incidence. Et l'idée n'est pas de se sentir coupable, mais juste de se dire, attends une minute là, OK, comment je me sens, ça l'impact sur mon jeune, comment est-ce que je peux me sentir mieux pour rayonner sur lui? La culpabilité, la gang, ça sert à rien. J'en parle abondamment dans tous mes livres, principalement dans Émotion quand tu nous tiens. Si tu es le genre à te sentir coupable, j'explique que c'est la pire émotion. Ça donne rien de se sentir coupable parce qu'on se sent toujours coupable par rapport à des choses qui sont passées. Je me sens coupable parce que j'ai élevé la voix hier après mon ado. Je me sens coupable parce que, je sais pas, moi, j'ai été impatiente avec un collègue de travail. À la limite, quand tu te sens coupable, ça devrait être juste une indication pour te dire, OK, qu'est-ce que je peux faire pour réparer ma petite bévue? C'est ça la culpabilité. Ça devrait durer 1 minute. En psychothérapie, pendant des années, j'ai aidé des gens à se défaire de la culpabilité. J'ai eu des patientes là, qui se sentaient coupables depuis des années. Et en un claquement de doigts avec un exercice qu'on faisait ensemble, la culpabilité s'en allait parce qu'elle est inutile, la culpabilité. OK? Allons plus loin. Donc, constat important, la vie que vous avez aujourd'hui provient entièrement de vos choix passés, vos habitudes passées, vos décisions passées,
vos indécisions, voilà le mot qu'on cherchait, et vos croyances. Je répète, c'est important là, ce que je viens de dire là. La vie que tu as aujourd'hui. Puis là, je vais te demander après le live. Après le live, j'aimerais ça que tu fasses une analyse de ta vie. T'es-tu content de ta vie? T'es-tu content de ta vie de couple? T'es-tu content si tu es en couple? Si tu es célibataire, t'es-tu content d'être célibataire? Es-tu content de ta vie financière? Est-ce que tu es satisfait de ta vie professionnelle? Est-ce que tu es satisfait des relations que tu entretiens autour de toi, que ce soit avec des membres de ta famille immédiate, famille élargie ou amis? T'es-tu satisfait de ta santé? Tu considères-tu que tu as le corps que tu veux quand tu te regardes dans le miroir? Est-ce que le miroir te renvoie l'image que tu souhaites voir? Est-ce que tu as assez d'énergie, de vitalité? Parce que la santé, c'est pas juste un poids santé, c'est l'énergie, c'est la vitalité. Es-tu satisfait de ta vie? Et s'il y a certaines sphères dans lesquelles tu n'es pas satisfait, satisfaite, dis-toi une chose, ça vient des choix que tu as faits dans le passé, ça vient des habitudes que tu avais et que tu as encore, ça vient de tes décisions, mais ça vient aussi peut-être de tes indécisions et de tes croyances. Quand on dit les indécisions, qu'est-ce qu'une indécision? Je veux, exemple, prendre ma santé en main, mais je ne me décide pas à aller voir un naturopathe, par exemple. Puis je ne suis pas en train de vous dire d'aller voir un naturopathe, c'est pas ça la discussion, vous comprenez, c'est un exemple. J'ai pas de fun dans mon travail, je suis malheureuse, ça fait 2 burn-out que je fais au cours des 10 dernières années, mais je reste là quand même. Donc mon inaction, mon indécision à dire, OK, go, je me botte le derrière, puis j'essaye de changer de job, j'essaye de peut-être quitter le salariat puis vivre de ma passion, je ne sais pas, moi, quel que soit votre objectif, mais souvent, notre indécision fait qu'on reste pris dans nos mêmes patterns, dans nos mêmes schémas et nos croyances aussi. Maintenant, si tu veux des nouveaux résultats, tu vas devoir faire des nouveaux choix, tu vas devoir développer de nouvelles habitudes, tu vas devoir prendre de nouvelles décisions, tu vas devoir utiliser ce qu'on appelle des stratégies différentes et tu vas aussi devoir changer tes croyances. Alors, on cherchait ici stratégies différentes et croyances différentes. Qu'est-ce que je dois commencer à croire à partir d'aujourd'hui, le 15 avril 2024, si je veux voir ma vie professionnelle changer, ma vie financière, mes relations? Si je pense, exemple, je suis en couple, mais je n'ai pas de fun dans ma vie de couple, je suis malheureuse, puis ça fait des années, mais j'ose pas quitter. Donc déjà là, c'est une indécision, c'est une inaction. Mais en plus, si j'ai la croyance que, ben oui, de toute façon, c'est pas de ma faute, c'est juste la faute de mon mari ou de ma femme ou de mon partenaire de vie si ça va mal dans notre couple. Si c'est ça ma croyance, je ne pourrai jamais rien changer. J'ai zéro pouvoir sur le comportement de l'autre. J'ai zéro contrôle sur l'autre. OK? Donc, allons plus loin. Et là, c'est un exercice que je vais te faire faire aujourd'hui. OK? Révisez vos croyances par rapport à qu'est-ce que tu crois. Puis, avant d'aller là-dedans, je veux juste te dire, si tu veux faire l'exercice en profondeur, puis j'aimerais ça que tu l'aies fait pour demain, si tu as un 15 minutes, j'aimerais ça que tu écrives à côté, tu as de la place ici, puis tu as des lignes en bas. Qu'est-ce que tu crois par rapport à la vie de couple? Est-ce que tu crois, par exemple, que oui, on peut vivre ensemble toute une vie? Ou pas? Est-ce que tu crois que c'est dur d'être en couple? Est-ce que tu crois qu'il faut s'oublier pour être en couple? Est-ce que tu crois qu'il faut toujours faire des compromis pour être en couple? Ou à l'inverse, est-ce que tu crois que non, si on y met chacun du nôtre, on peut réussir? On peut être ensemble toute notre vie si on le souhaite. On peut décider qu'avec la personne avec laquelle on est en ce moment, on va finir nos jours avec. Ça ne veut pas dire que ça va être toujours facile. Ça ne veut pas dire que ça va toujours être rose. Mais quelles sont tes croyances par rapport à la vie de couple? Par rapport à l'amour? Par rapport à l'éducation des enfants? Est-ce que tu penses que c'est dur des enfants en bas âge? Est-ce que tu penses que l'adolescence, c'est une période ingrate? Dites-vous une chose, toutes les croyances que vous avez par rapport à ces différents sujets, puis évidemment, si tu n'as pas d'enfants, ce n'est pas important. Tu n'as pas besoin de faire l'exercice sur tes croyances par rapport à l'éducation des enfants, surtout si tu n'en as pas et que tu n'en veux pas. Mais si tu en veux, mettons que, je ne sais pas, moi, vous n'en avez pas encore, qu'est-ce que tu crois? Penses-tu que ça va être difficile? Penses-tu que c'est difficile d'élever un enfant? Penses-tu que ça demande énormément de sacrifices? Mais si c'est ça que tu penses, je te jure que c'est ça qui va arriver. Je te fais la promesse. J'ai même pas de boule de cristal.
Mais je te fais la promesse que c'est ce qui va arriver parce que ce que l'on croit se concrétise, la gang. Allons plus loin. Qu'est-ce que tu penses? Si, exemple, tu veux être en affaires depuis des années, tu voudrais quitter ton job ou le salariat pour vivre de ta passion, pour partir une business, mais qu'en même temps, tu as peut-être des croyances comme c'est dur en 2024 de partir en affaires, ça prend de l'argent pour partir en affaires. Euh, faut avoir la bosse des affaires, faut être entrepreneur dans l'âme, faut être bon en finance pour partir en affaires. Quelles sont tes croyances? Et regarde tes croyances et pose-toi la question, est-ce que ces croyances-là m'aident ou me nuisent? Quelles sont tes croyances par rapport à la santé? Penses-tu, écoute, moi, je suis fascinée par les centenaires. Les gens qui ont 100 ans. Ce week-end dans la presse, il y en a peut-être qui l'ont vu. La presse, qui est un grand quotidien ici au Québec, pour les gens d'Europe, là, c'est un de nos gros journaux. Là, je vous dirais, il y a le Journal de Montréal pour les Québécois, mais il y a aussi la presse, il y a le Devoir, il y a plein de... Et ce week-end dans la presse, une femme de 105 ans, une spécialiste en neurosciences, une neuropsy d'ici de Montréal, qui a travaillé toute sa vie à l'Université McGill. La dame, elle a 105 ans, elle est allumée. Je suis comme, oh my God. Moi, j'aime regarder sur YouTube des vidéos de gens qui ont 100 ans et qui sont en forme. J'en ai une que je suis, elle fait du yoga, elle est prof de yoga, elle a 100 ans. Imaginez! Ben moi, j'aime ça, me dire, OK, oui, c'est possible de vieillir en santé, en énergie et en vitalité. Parce que dites-vous une chose, tes croyances vont dicter ton futur. Et moi, j'ai la ferme intention de vivre vieille, mais en santé. Je veux pas juste vivre vieille. C'est pas le but là, de dire je veux me rendre à 100 ans. Si j'ai 100 ans, mais que je suis malade depuis 95 ans, j'aime autant m'en aller ailleurs. Honnêtement, j'ai pas peur de mourir. OK? Je le souhaite pas rapidement, mais je vais être en santé. Et je vais me chercher des exemples que ça existe. Donc, quelles sont vos croyances par rapport à la santé? Est-ce que vous avez la croyance que vous avez une petite nature, vous avez une santé fragile? Est-ce que tu as toujours enregistré ça? Et souvent, ça vient de loin. Hein? Si ta mère te disait, ah, tu as une petite santé, tu es fragile, on est fragile dans notre famille, tu sais, mets ta tuque, attache ton foulard parce qu'il fait froid, tu sais, des fois il fait -2, puis c'est comme, mon Dieu, on dirait que tu vas geler. Alors, quelles sont tes croyances par rapport à la santé? Croyez-vous qu'on peut vieillir en santé, en beauté, en énergie, en vitalité? Quelles sont vos croyances par rapport à vos compétences? Penses-tu que tu as ce qu'il faut pour réussir? Penses-tu que, exemple, si tu veux écrire un livre, tu as la capacité d'écrire un livre? Penses-tu que oui, tu peux réussir en affaires? Penses-tu que tu pourrais être un investisseur immobilier? Penses-tu... Qu'est-ce que tu crois par rapport à tes compétences? Qu'est-ce que tu crois par rapport à tes limites? Hey, vous allez rire, mais en fin de semaine, j'ai acheté de mon mari, mon mari adore le kitesurf. Alors, le kitesurf, c'est un genre de cerf-volant et tu fais ça sur la mer ou dans des lacs avec une planche, une genre de planche, là, un board là, pour aller sur l'eau. Et j'ai essayé ça il y a quelques années. J'ai eu la peur de ma vie et j'ai abandonné. Mais mon mari en fait de plus en plus. Et il m'a dit en fin de semaine, il dit, moi, mon rêve, là, c'est d'en faire à tous les jours de ma vie. Fait que, tu sais, on n'est pas encore à la retraite, évidemment, mais on a une maison en Floride, donc c'est réaliste là, d'en faire de plus en plus. Et veux pas, parce que je me dis, moi, je veux vieillir, puis qu'on soit ensemble, puis qu'on ait des projets communs. Je me suis dit, OK, je vais essayer d'autres choses. Et là, j'ai décidé de m'acheter une wing. Alors, je ne sais pas s'il y en a qui connaissent ça, mais c'est le même principe. Tu vas aller sur la mer ou dans des lacs avec une planche. Donc, ils appellent ça un foil. Et tu vas avoir ta planche, ton genre de cerf-volant de wing que tu tiens comme ça. Mais je vous avoue, là, entre vous et moi, que ça m'insécurise un petit peu. Parce que moi, la mer, j'y vais, mais tu sais, genre jusqu'ici. Puis là, après ça, je me dis, ah, y a-tu des requins? Gna, gna, gna. Tu sais, j'étais un petit peu craintive. Mais là, je me suis dit, en fin de semaine, j'ai tourné ma croyance. Je me suis dit, garde là, il n'y a rien dans la vie, moi, que je ne peux pas réussir. Il n'y a rien dans la vie que je ne peux pas apprendre. Il n'y a rien dans la vie si je me décide puis que je décide de passer par-dessus mes craintes et mes peurs, il n'y a rien que je ne peux pas réussir. Donc, effectivement, j'en ai des limites, mais je décide de les repousser. Et j'ai plein d'exemples dans ma tête de fois dans ma vie où j'ai décidé d'essayer quelque chose de nouveau. Il y a plusieurs années, j'ai décidé que j'allais courir un marathon. J'avais jamais couru 1 kilomètre de ma vie sans être obligée d'arrêter. Imaginez, là, je me suis dit, je veux faire 42,2 km. Ben, je l'ai fait. Je dis pas que ça a été facile, je dis pas que j'ai fait ça sans entraînement, c'est pas ce que je dis. Mais j'ai décidé de travailler mes croyances par rapport à mes limites.
Si je veux le faire, je peux. Oui, ça va me demander des efforts. Oui, ça va me demander de l'apprentissage, mais je peux le faire. Donc, je ramène ça à vous, quelles sont vos croyances par rapport à vos limites? OK? André dit croire en nos enfants font qu'ils croient en eux. André, vous avez tellement raison. Moi, quand j'étais jeune, ma mère qui était encore là, mais ma belle-mère et ma belle-maman, ma maman et ma belle-maman sont venues souper hier soir et coucher à la maison. On fait souvent ça les dimanches, donc on les appelle les mamies. Mon père préfère rester à la maison. Il me dit toujours, ah, tu sais, Stéphanie, là, je suis bien chez nous. Mais il est toujours invité. Bref, alors les mamies étaient là hier soir chez nous et ma mère, pour parler d'elle puis pour faire du pouce sur ce que vous dites, André, ma mère m'a toujours dit, depuis que je suis jeune, tout ce que tu touches, tu le réussis. Plus tard, quand j'ai commencé à faire de l'argent, ma mère me disait tout ce que tu touches, ça tourne en or. Imaginez la chance que j'ai eue, puis vous avez tellement raison. Je fais la même chose avec mon fils Louis-David. Et mon fils, qui est un adolescent, qui pourrait être dans une période de questionnement, puis je ne dis pas qu'il n'y en a aucun questionnement, mais il a confiance en lui, il a une belle personnalité, il est bien dans sa peau. Pourquoi? Parce que toute sa vie, je lui ai dit, t'es beau, t'es fin, j'ai confiance en toi, t'es capable, je le sais que si tu décides, tu peux le faire. Donc, je crois en lui, je crois en ses rêves et je suis la dernière à vouloir lui mettre des bâtons dans les roues parce que je sais que tout est possible quand on le décide. Qu'est-ce que vous croyez par rapport à votre caractère? Avez-vous la croyance que vous êtes colérique ou que vous êtes de nature anxieuse? Faites attention aux étiquettes que vous mettez. Si tu as acheté l'idée que tu es un anxieux de nature puis que ton père était de même, dis-toi une affaire, tu vas pas, ça t'aidera pas. Tu continues à l'alimenter. Moi, mon père est un des hommes les plus anxieux que j'ai connus de ma vie. Mon père a été toute sa vie médicamenté de l'âge de 37 ans jusqu'à aujourd'hui sur des anxiolytiques, du Xanax, vous connaissez peut-être. Mon père fait partie malheureusement de ces gens à l'histoire triste qui un jour s'est fait prescrire parce qu'il avait fait une crise de panique puis parce qu'il faisait de l'anxiété à 37 ans, s'est fait prescrire du Xanax et il n'a jamais arrêté d'en consommer. Il a été chanceux, il a quand même eu une belle vie, mais il y a eu beaucoup de limites par rapport à ça. On ne voyageait pas, mon père ne prenait pas l'avion parce qu'il a peur de prendre l'avion. Donc, ça l'a limité. Il est encore anxieux aujourd'hui malgré sa médication. J'aurais pu acheter l'idée que, oh my God, mon père est hyper anxieux, je vais être anxieuse, puis je vais prendre des médicaments, puis moi aussi, je vais manger des anxiolytiques. Et j'ai fait comme non, non, très jeune, j'ai eu peur. Très jeune, je me disais, je vais-tu être comme mon père? Je vais-tu avoir hérité de ça? Génétiquement, parce qu'il y a une portion de génétique dans l'anxiété. Mais justement, parce que je voulais pas être comme ça et parce que je savais que c'est pas tout la génétique, que je pouvais travailler mes croyances, mes habitudes, mes comportements, c'est ce que j'ai fait. Et je n'ai jamais, Dieu merci, eu ces problèmes-là. Des fois, j'ai du stress. Ça m'est arrivé d'avoir une petite anxiété. Oui, mais très peu. Et je sais quoi faire pour m'en défaire. J'ai des outils. Je n'ai pas hérité de ça de mon père, mais en même temps, j'ai mis plein de stratégies dans ma vie en place pour avoir une bonne hygiène de vie, pour bien dormir, pour faire du sport, pour bien manger, parce que je ne voudrais pas, justement, je me connais. Je sais que quand je suis surmenée, quand j'ai trop de stress, si je dors pas assez, je peux avoir tendance justement à être un petit peu plus anxieuse. Donc, je sais quoi faire. OK? Alors, je vous le dis, s'il y a un exercice que vous pouvez faire, c'est de déterminer qu'est-ce que je crois par rapport à ces différentes sphères-là. Demain, la gang, c'est là qu'on va voir des stratégies pour vous aider à persévérer dans l'atteinte de vos objectifs. On va voir ce qu'on appelle le modèle en 5 étapes de Prochaska et Di Clemente. J'espère que je les débaptise pas trop. Donc, demain, je vous le dis, tu ne veux pas manquer cette journée-là. C'est la première fois que je fais un atelier où je parle de leur modèle de changement. C'est hyper intéressant, mais ça va vous permettre de comprendre comment, quand on se fixe un objectif, parce que là, on fait l'inventaire de nos croyances et de notre vie, puis on se pose la question, est-ce que je suis satisfaite de ma vie? Maintenant, s'il y a des sphères dans lesquelles tu n'es pas satisfaite, ben je veux que tu te fixes des objectifs. Mais souvent, le problème, quand on se fixe un objectif, OK, je veux perdre, je ne sais pas moi, 20 livres ou 20 kilos, je veux quitter mon emploi d'ici un an pour, je ne sais pas moi, me lancer en affaires ou vivre de l'immobilier. Je veux d'ici un an que ma relation amoureuse se soit drastiquement améliorée. Je veux que, je ne sais pas moi,
euh, courir un demi-marathon, whatever. Quel que soit votre but, votre objectif, vous en avez peut-être plusieurs, dites-vous une chose, le défi, puis je pense que vous allez être d'accord avec moi, c'est de persévérer, c'est de s'y tenir. Et très souvent, on se démotive. On se démotive, donc demain, c'est ce qu'on va voir. Alors, écoutez, j'espère que vous avez apprécié, j'espère que vous avez aimé. Si vous connaissez des gens qui pourraient avoir de l'intérêt pour ce coaching, invitez-les. Envoyez-leur le lien pour qu'ils puissent se joindre. C'est gratuit. C'est ma façon de redonner. J'adore ce que je fais. Je ne sais pas si vous le voyez. Je suis motivée, mais je suis aussi passionnée. Donc, n'hésitez pas. Prenez le lien de ce coaching, envoyez-le à vos amis, s'il vous plaît. Faites grossir ce groupe. Partageons la bonne nouvelle. Je vous aime, je vous embrasse. On se voit demain, la gang. C'est un rendez-vous. Allez faire mon petit exercice sur les croyances. Qu'est-ce que vous croyez? Et quelles sont les croyances que vous auriez peut-être avantage à délaisser? Je vous aime, je vous embrasse. On se voit demain. Bisous tout le monde. Bye bye. Bye Valérie. Bye Nasser. Bye Désilus. Bye Rita. Bye Jean. Bye bye. À demain. Bye Marie-Josée. Salut tout le monde.